dire votre numéro d'équipe. Comptabilité 1, équipe 8. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes. 7, 4, 2 minutes, ainsi que 30 secondes. Puis pour les 10 dernières secondes, je vais faire un décompte. Une période d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Donc, vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, donc devant le tableau. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la présence de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de votre téléphone, donc vous invitez les juges à se présenter. Bonjour, Chloé Bourbeau-Brassard, CPA auditrice. Je travaille en contrôle qualité au nom comptable au vérificateur général du Québec. Bonjour, Émilie Parker, CPA auditrice. Je travaille réellement dans la profession comme conseillère développement de la relève à l'Ordre des CPA du Québec. Bonjour, Simon Gélina, je suis planificateur financier avec les propriétaires d'entreprise. Edith Charbonneau, je travaille en service conseil chez Solus Fiscalité et Comptabilité. Bonjour, Frédéric Lafontaine, je suis directeur principal en certification chez Groupe RDL. Bonjour, Samuel Cajolet, également chez Groupe RDL, analyste en finances corporatives chez Groupe RDL et évaluation d'entreprise. Donc, on commence. Donc, bonjour, chers membres du conseil d'administration. Imaginez que vous diversifiez tellement vos marchés que vos revenus explosent. Donc, je vous présente Mia Donnet, Samuel Larochelle et Mathis Baribeau de chez Groupe DRL, les experts comptables. Donc, vous nous aviez confié plusieurs mandats et nous allons passer au travers de ceux-ci durant la présentation. Premièrement, nous allons faire un petit récapitulatif de votre analyse interne de votre entreprise. Vous aviez aussi plusieurs autres demandes telles que la possibilité de vendre votre entreprise à votre fils. De plus, il y avait aussi un certain enjeu sur l'expansion, soit rester aux États-Unis ou aller s'expandre au Canada. Donc, nous allons tous explorer ces mandats avec vous. Parfait. Donc, l'analyse interne et externe de votre entreprise, nous l'avons faite sous forme de quatre catégories. Donc, pour ce qui est des forces que vous aviez, c'est une réussite pour une entreprise qui a plus de 20 ans, qui a quand même une bonne base de clients, qui a une bonne base de clientèle, qui est quand même diversifiée pour ses secteurs et qui œuvre dans le secteur primaire. Pour ce qui est des défis internes, on parle notamment que votre chiffre d'affaires est principalement aux États-Unis et affecté par les tarifs. Et c'est ça, sans compter que vous faites de la sous-traitance également. Donc, pour ce qui est des opportunités qui pourraient s'offrir à vous, c'est des avancées technologiques qui évoluent dans le secteur, développement durable aussi, la vente de l'entreprise aussi qui pourrait se faire par l'entremise de notre firme et pouvoir s'ouvrir sur le marché canadien également. Pour ce qui est des défis externes, on parle aussi du marché américain, la récession qui peut entrer aux États-Unis d'ici peu. Actuellement, vous avez certains secteurs, donc il y a plusieurs points positifs et négatifs, dépendant de si vous désirez vous diriger vers le Canada ou rester avec les États-Unis, ou peut-être un peu les deux. Donc, le Canada, c'était moins risqué. On va le voir un peu plus tard que ça dégage une certaine stabilité financière. La majorité ça devient rapidement positif. Donc, vous pouvez dégager un profit d'aller vous expandre au Canada. De plus, vous encouragez aussi l'économie locale et canadienne. Donc, vous avez donc un enjeu directement avec notre économie. Malheureusement, par contre, le marché est quand même difficile à pénétrer. La valeur du dollar canadien est moindre que le dollar américain. Vous avez aussi des dépenses à faire, donc 250 000 en publicité, donc un certain montant d'investissement à réaliser pour s'instaurer dans ce marché. Aux États-Unis, si vous décidez de rester avec eux, vous gardez votre clientèle fidèle. Vous avez
cité plusieurs fois que vous désirez garder votre clientèle fidèle et que vous prônez énormément la fidélisation de ceux-ci. De plus, les flux de revenus sont aussi assez prévisibles. Les données sont plus détaillées que ceux du Canada. Par contre, il y a la fluctuation du dollar américain qui est très vaste et très, en fait, volatile à cause de certaines décisions d'un président. On va continuer avec les flux. Donc, pour les États-Unis, si vous décidez de continuer avec eux, nous avons calculé, vous avez mentionné qu'il y avait une augmentation de revenus. Nous l'avons expandu pendant 5 ans, étant donné que c'était ce que vous désiriez. Vous avez mentionné aussi qu'il y avait un taux d'inflation de 2% à respecter. Nous avons donc ajusté les dépenses pour suivre le taux d'inflation. Comme on peut remarquer, par contre, rapidement, c'est que plus ça avance, plus ça diminue, plus les pertes diminuent. Malheureusement, ça reste tout de même une perte après 5 ans. Nous avons ajusté aussi les amortissements, étant donné qu'il y avait certains équipements qui tombaient à zéro. Donc, nous avons ajusté avec le temps. Pour l'expansion au Canada, on a fait exactement pareil. Ça, c'était si vous vouliez aller dans le secteur de l'Ontario et du Manitoba. Nous avons donc fait en sorte que c'était la moitié, donc ce n'était pas un revenu de 5 millions, nous avons fait juste la moitié, donc nous avons pensé que 50% au Canada et 50% aux États-Unis serait probablement une option intéressante. Comme on peut voir, après l'année 4, en 2028, ça devient positif et ça engendre même un énorme bénéfice lors de l'année 2030. Et donc, ça peut venir compenser les pertes sur la balance américaine. Donc, vous pouvez gérer votre flux de pertes avec votre bénéfice du Canada. Comme ça, même si vous voulez continuer à garder votre clientèle, le revenu du Canada peut vous laisser cette option. Par ici, si vous décidez juste d'aller expandre au Canada et de laisser tomber les États-Unis, on peut voir une grande croissance du chiffre d'affaires avec les années et aussi une rentabilité rapide, c'est-à-dire en 2 ans. On est aussi venu ajouter la dépense de publicité et aussi l'équipement qu'il fallait rajouter. Nous avons établi l'amortissement pour les autres années à suivre. Je vais laisser mon collègue. Pour les solutions, si nous parlons financièrement parlant, quitter complètement les États-Unis pour aller au Canada serait la solution la plus profitable au niveau monétaire pour votre entreprise. Cependant, on sait que ça va engager des problématiques internes d'adaptation, de nouveaux clients à rechercher, puis votre perte de lien avec vos clients fidèles que vous aimez beaucoup aux États-Unis. Fait que c'est pas parfaitement adapté pour vous, mais financièrement parlant, c'est la meilleure. Ensuite, la meilleure solution, selon nous, pour vos valeurs et pour votre situation réelle, ça serait de faire une solution hybride. Gardez vos clients aux États-Unis en enlevant le rabais de 25% que vous leur offrez actuellement sur leur achat. Parce que si c'est des clients fidèles qui vous aiment, ils vont rester avec vous car ils ont confiance en vous comme vous avez confiance en eux. Et de venir au Canada, mais seulement en Ontario puis au Manitoba. Parce qu'en Ontario, c'était des projets de voitures, des voitures électriques qui pourraient se faire avec Ford, par exemple, pour un développement durable qui correspond avec vos valeurs et une énergie propre. Nous n'avons pas sélectionné les 2 autres provinces que vous aviez mentionnées, car ils proposaient de faire des pipelines, des trucs qui polluaient énormément le Canada avec de l'essence, du pétrole ou des combustibles qui ne rejoignent pas vraiment vos valeurs pour l'acier et pour votre entreprise. Le Canada viendrait balancer les pertes des États-Unis éventuellement, puis à long terme, vous serez profitable des 2 côtés en ayant le meilleur des 2 mondes, soit vos clients fidèles et un profit, tout en ayant une expansion. Voici les écritures parce que aussi d'ailleurs dans vos états financiers au début, il y avait quelques fautes que nous avions notées. Fait que nous avons voulu
apporter des corrections nécessaires afin de redresser vos états financiers pour qu'ils soient plus réalistes et mieux adaptés à votre situation. La première, c'est qu'on a diminué le chiffre d'affaires en augmentant les produits perçus d'avance parce que nous avons encaissé 2,5 millions dans le chiffre d'affaires alors que nous n'avons pas vendu la totalité des produits pour l'instant. Nous avons mis des profits perçus d'avance pour l'instant. Ensuite, nous avons une perte sur dépréciation des stocks parce que vos stocks, dans le fond, on a retrouvé un 75 000 de stocks désuets dans votre entrepôt. Nous avons déprécié la valeur de votre stock. Ensuite, l'amortissement pour 2025, qui n'a pas eu le temps d'être calculé par votre technicien comptable, nous sommes venus le calculer pour vous sur un montant de 333 000 pour le mobilier, un montant de 755 208,33 pour l'équipement et machinerie, puis un montant de 127 000 pour le matériel roulant. Dans le fond, comme on est juste au mois d'août, nous avons pris le 10/12e de l'amortissement annuel à place du 12/12e, soit le 100%. Et d'ailleurs, comme nous avons diminué votre chiffre d'affaires, nous n'avons pas le choix d'ajuster l'impôt à payer. Dans ce cas-ci, on ne paye plus d'impôt, puis on reçoit de l'impôt à recevoir car nous sommes en déficit et non en profit. Donc, voici un aperçu des corrections apportées lors du bilan. D'ailleurs, je le mentionne au cas où, mais le bilan que nous avons utilisé pour vos états financiers était le bilan corrigé auparavant. Donc, on voit ici que nous avons touché les produits payés d'avance, les stocks et les immobilisations corporelles que nous diminuons à cause de l'amortissement. Ça, c'est les états financiers qui sont touchés. On voit ici, l'important, votre bénéfice net avant les modifications était de 357 000. Et là, c'est rendu 1 033 000 de pertes, car les ventes qui sont perçues de vente ne sont pas dans les bénéfices actuellement, dans les chiffres d'affaires. La perte est majoritairement aussi réalisée à cause de l'amortissement. C'est une dépense qui n'est pas nécessairement monétaire, donc ça vient faire. Donc, ce n'est pas nécessairement un énorme enjeu que vous soyez en perte cette année. Donc, pour ce qui est de l'analyse des ratios financiers, on a comparé l'industrie avec votre entreprise sur l'année 2025, l'année en cours, et les années qui sont l'année qui est corrigée, dans le fond. Pour ce qui est le ratio d'endettement, l'industrie est à 65 %, mais vous êtes à 79 %. C'est un ratio qui est quand même élevé pour l'endettement. Corrigé, on tombe à 91 %. Donc pour les ratios de fonds de roulement, on est à 2 pour l'industrie et à 1,85 pour l'entreprise. Pour ce qui est de la marge bénéficiaire brute, pour l'industrie, on est à 26,5 % et à 24 % pour l'entreprise. Corrigé, on est à 12 %. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on est un peu en dessous de l'industrie, mais c'est quand même raisonnable. C'est des petites modifications qu'on pourra convenir d'adopter. Ensuite, l'analyse du bon qui sert à voir la rentabilité, pas la rentabilité, mais la santé financière de votre entreprise. Selon dans le fond, l'analyse du bon, ça comporte 3 ratios. Celui de la marge bénéficiaire nette, qui est le bénéfice net sur les ventes. Comme nous avons un bénéfice net très faible, nous avons un ratio de moins 21 %, ce qui n'est pas bon signe. Il faudrait venir augmenter vraiment le bénéfice net puis les profits, les marges dans le fond générées sur les ventes. Ensuite, nous avons la rotation des actifs, vente sur actifs, qui est ici de 0,64, qui est quand même raisonnable. Fait qu'à chaque dollar d'actifs que nous avons, nous réalisons 64 sous de vente, qui est un peu faible. On aurait plus tendance à vouloir du 1 ou même du 2, mais pour l'instant, c'est pas trop problématique. Ensuite, nous avons l'effet de levier. Dans le fond, ça, c'est ce ratio. Ça sert à voir les dollars que vous avez investis. Ça vous permet d'avoir combien d'actifs, qui est de 11,73, qui est vraiment très bon, peut-être même un peu trop bon. Il faudrait voir si on ne pourrait pas apporter des petites corrections. Puis, donc, ces 3 ratios-là servent à calculer justement le ratio qu'à chaque dollar investi dans l'entreprise, combien de bénéfices nets vous en retirez. Et ça, c'est chaque dollar investi, vous faites une perte de 1,56 $ malheureusement, qui n'est pas très très bon, mais il faudrait ajuster. Pour la vente de l'entreprise, j'ai laissé mon collègue en discuter. Parfait. Donc, advenant que vous décidez de vendre dans l'entreprise, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Donc, la première, c'est le financement par la banque.
qui est un montant de 3,5 millions pour les deux situations. Le premier, donc vous deviez avoir un PAIA entre 2 et 3, donc on respecte parce qu'il est à 2,71. Le financement est à 10 d'intérêt pour une période de 10 ans, donc on tombe à 350 000 par année pour les intérêts. Pour le financement interne, c'est par vous, par l'entremise d'un contrat avec votre fils que vous vendez l'entreprise, donc à 5 d'intérêt, 175 000 par année, à 5 d'intérêt pour 10 ans. Donc, c'est moins coûteux en intérêt pour votre fils. Donc, la solution avantageuse, si vous souhaitez vendre l'entreprise, c'est l'option 2. Aussi, le calcul du remboursement du prêt avec la banque, à votre fils, cela coûterait 5 425 000 si nous prenons capital et intérêt ensemble. Par la suite, voici le financement interne. Fait que si vous autorisez votre fils à vous rembourser plus longtemps, ça vous donne quand même 3,5 millions en capital et 962 500 $ qui revient dans vos poches car c'est des intérêts que vous chargez à votre fils. Fait que ça revient à 446 500 $. Fait que pour vous, c'est plus profitable et pour votre fils, c'est moins coûteux. Il faut penser aussi que tous ces revenus sont par contre imposables pour le père, en fait pour vous. Donc, ce qu'on avait peut-être pensé, c'était monter le fiducie familial discrétionnaire. Le taux l'emprunt est sur un temps de 10 ans, donc il y a un temps de croissance énorme. Donc, avant de pouvoir vendre vos actions, il y a tant que la fiducie a pu se prendre la valeur. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? J'ai une question. Pouvez-vous m'en dire plus sur la fiducie? Oui. En fait, vous allez pouvoir choisir un constituant. Le constituant va être une personne externe, mais tout domaine de confiance. Donc, mettons votre soeur, votre frère, ça pourrait être votre mère ou votre meilleur ami si vous lui faites vraiment confiance. Ensuite, il y a les fiduciaires. Ça va être les gestionnaires de la fiducie. Il faut que vous nommiez plusieurs personnes. Il faut 5 personnes. Donc, il va y avoir vous, votre fils. Vous pouvez aussi nommer des petits-enfants, même s'ils ne sont pas existants, étant donné qu'ils ne vont pas en bénéficier pour plus tard. Vous pouvez ensuite, les bénéficiaires, c'est ceux qui peuvent retirer en fait de l'argent de la fiducie et donc avoir un certain bénéfice de là. Il est important de mentionner qu'il faut quand même 150 000 de base à mettre à l'intérieur. Et ensuite, ça coûte quand même tout de même de 8 à 9 000, donc c'est quand même assez coûteux. Vous avez les moyens de vous payer ce luxe. Ce qui est aussi important, c'est qu'après 21 ans, par contre, il y a une totale dissolution. Donc, c'est à ce moment-là que la fiducie va être énormément imposée. Puis, comme mentionné avant, il y a 10 ans de croissance, donc il y a le temps de générer du profit dedans. Ce qui est le fun, c'est que l'argent qui est à l'intérieur, il y a un plafond lorsque vous allez vendre vos actions à votre fils. Dépendant du montant que vous mettez à l'intérieur, vous pouvez les vendre, puis un plafond non imposable de 2,15 millions. Donc, si vous possédez, c'est le nouveau plafond depuis 2023. Donc, c'est le nouveau plafond de imposition pour le 2023. Donc, il y aurait un 2,15 millions en gros qui serait non imposable pour vous lorsque vous allez vendre et laisser la place à votre fils. Donc, il y a une énorme économie d'impôts présente. Puis d'ailleurs aussi également, le temps de votre croissance de la fiducie, votre fils pourrait vous aider dans l'entreprise puis avoir conscience de comment l'entreprise fonctionne, comment ça se passe. Fait qu'il pourrait mettre le pied dans l'entreprise quand il va vous racheter en ayant des connaissances et des attitudes meilleures qu'il y a actuellement. Merci. J'aimerais vous entendre, vous avez parlé du risque de change avec vos activités aux États-Unis. Puis là, vous disiez que vous vouliez conserver des activités. Comment est-ce que je peux me protéger des fluctuations en lien avec le taux de change? Des fois, on peut faire un gel de taux de change à la banque. C'est un gel de taux et normalement, il est valide pour 6 mois. Ça vous permet d'avoir le taux de change d'aujourd'hui pour les 6 prochains mois. Fait que si le dollar américain augmente en valeur, vous gagnez de l'argent en le payant moins cher. À la place de payer 1,38, vous payez 1,32, par exemple. J'ai une question en lien avec le choix de notre client. Vous proposez un scénario que j'aime beaucoup pour rentabiliser plus l'entreprise, qui est de réduire le rabais qu'on offre à nos clients aux États-Unis.
Par contre, c'est sûr que notre client, 25% d'enlever d'un coup, je pense que c'est un enjeu de se dire est-ce qu'ils vont se retourner pour aller chercher quelqu'un d'autre? Avez-vous un plan de match pour une stratégie pour réduire ce rabais-là? Il serait peut-être intéressant de réduire, pas l'annulation complète du rabais, peut-être de le réduire tranquillement sur une période échelonnée avec le temps. Comme ça, si la situation empire, vous allez pouvoir quand même réussir à réduire le prix et quand même générer un certain profit malgré le fait que vos charges ont aussi augmenté. Puis sinon, c'est ça. Merci. Vous avez présenté une belle analyse de ratio pour comparer avec mon industrie. J'ai entendu des belles explications sur qu'est-ce qu'étaient les ratios, mais avez-vous peut-être des recommandations? Je pense, par exemple, à mon fonds de roulement ou à ma marge bénéficiaire qui est un petit peu en dessous de l'industrie. Y a-t-il des choses que je peux faire concrètes pour améliorer? Pour la marge bénéficiaire, on peut réduire le coût. Par exemple, les frais autres pour les ventes, admettons pas forcément le salaire que vos employés, parce que vos employés ont besoin quand même d'un bon salaire et on veut la satisfaction de nos employés. Mais admettons les frais liés aux pertes de temps, aux pertes de déplacement, aux des petits frais connexes qu'on ne pense pas forcément, mais qui auraient tout un impact. Puis pour d'autres, c'est quoi donc les autres ratios que vous avez pensé? J'ai donné par exemple le fonds de roulement qui est un petit peu en dessous. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour avoir mes stocks, mes comptes clients pour améliorer? En fait, si vous allez de l'avant avec l'option d'aller au Canada, il y a l'achat de l'immobilisation. On va prendre. Je te laisse le temps de rattraper. Est-ce que c'est si mauvais que ça d'être en dessous? C'est un peu ça la question. C'est pas mauvais parce que vous générez. Le ratio est correct. C'est sûr que le ratio en fait, de l'industrie est très satisfaisant. Un ratio 2, c'est le ratio parfait qu'on veut viser. Un ratio d'1,5 n'est pas à négliger. Vous avez quand même 1,5 d'actifs court terme selon votre passif court terme. Merci. Merci. Bravo.